Bonjour à tous et bienvenue dans Un café à la CCI, votre rendez-vous mensuel à la découverte de l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bertosa. Bonjour Sabrina, ravi d'être ici avec toi. Merci d'être là, tu vas bien ? Très bien, très bien. Alors, on est dans cette émission pour en découvrir un petit peu plus sur ton parcours, sur ce que tu as fait, sur tes startups. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question un petit peu insolite. Comment tu commences tes matinées ? Est-ce que tu es plutôt thé ? Est-ce que tu es plutôt café ? Alors je suis plutôt café et on a le mythe du start-upper qui va avoir une morning routine extraordinaire en faisant plein de choses le matin. Non, moi les matins sont difficiles, je me lève, je vais au bureau, je ne bronche pas et je me mets au travail et le début est assez sobre. Ok, super. Et donc le café, ça t'aide un petit peu à te réveiller et puis, Exactement. Ok, génial. Alors est-ce que tu peux te présenter et Oui. me dire un petit peu voilà, qui tu es, où tu en es ? Ça marche. Alors je suis Nicolas, j'ai fait des études en école d'ingénieur et en sciences politiques. Puis après directement mes études, j'ai lancé une start-up qui s'appelait Fairmoney, une banque en ligne pour les pays émergents. J'ai fait ça pendant 6 ans et depuis je suis en année sabbatique avant de potentiellement relancer une start-up. Génial. Et oui, on s'est découvert en fait chez Agoranov en fait quand tu lançais Fairmoney à l'époque, donc en 2017, c'est ça ? 2017, c'est ça. Ouais. Et comment ça fonctionne alors Fairmoney ? C'est quoi le principe ? Alors Fairmoney, donc c'est une banque en ligne pour les pays émergents, principalement le Nigeria. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en France avec Revolut, Boursorama. Donc c'est une application mobile sur laquelle on peut utiliser des services bancaires. La différence de Fairmoney, c'est que on offre des services de microcrédit qui permettent à des gens d'accéder à de la microfinance dans les pays où on opère. Ah, c'est génial. Et comment vous avez eu l'idée alors de créer une solution en fait comme ça ? Est-ce que c'est toi tout seul ? Est-ce que c'est toi avec tes associés ? Est-ce que ça a été toi puis tes associés ? Comment ça s'est passé ? Alors en 2017, je sortais de mes études et j'ai décidé de travailler dans un incubateur de start-up qui s'appelait Le Studio, qui a été lancé par ceux qui sont aujourd'hui fondateurs de Penny Lane. Et donc, je voulais lancer une start-up et j'ai rencontré mes 2 cofondateurs là-bas. Et donc, on a tenté plein d'idées de start-up. On essayait de trouver ce qu'on arriverait à lancer. Et toutes les idées étaient globalement un peu nulles. Je les trouvais plutôt inutiles et je me disais, bon, je ne vais pas forcément me lancer avec eux, j'y crois pas trop. Et un jour, un de mes cofondateurs, qui est allemand-nigérian, dit « Ah, on pourrait faire quelque chose pour le Nigeria ». Ouais. Moi, j'étais là pour le Nigeria. T'es sûr ? Ouais, j'ai 24 ans, j'ai 0 expérience, je ne connais pas le Nigeria en plus. Bien sûr, c'est effrayant. Et donc, je n'ai aucune légitimité à aller créer quoi que ce soit au Nigeria. Mais on s'est dit, il a insisté, et donc j'ai dit, pourquoi pas, on peut essayer et voir si on arrive à trouver quelque chose qui nous plaît vraiment. Ah, bien sûr. Et donc, on voyait l'essor en Europe et un peu partout de banques en ligne comme Revolut, que je mentionnais tout à l'heure. Ouais. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de lancer une application de microcrédit au Nigeria. Et donc, on s'est dit, on va faire un test très rapide avant de s'emballer. On va mettre en place un petit site internet un peu moche qui permet de parler d'une future offre de microcrédit. Et on va voir si les gens s'y intéressent. D'accord. Et donc, on a mis en place ce site internet. Et en fait, quelques jours après, on avait des centaines, voire des milliers de demandes de microcrédit. Ouais. De gens qui nous disaient, s'il vous plaît, lancez votre service parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc, on s'est dit, mais c'est extraordinaire. En fait, il y a un vrai besoin au Nigeria et on peut avoir une utilité sociale en apportant un service de microcrédit là-bas. C'est super. Et donc alors pour revenir un petit peu en arrière, parce que ça c'est intéressant, tu as dit on a eu des dizaines d'idées et ces idées n'étaient pas bonnes en fait. C'était quoi ces idées Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite en fait la bonne idée et j'aimerais bien rassurer aussi notre audience d'entrepreneurs qui comme nous en fait se pose 10 000 questions avant de se lancer sur une idée qui peut être bonne ou pas en fait. Alors le processus de recherche d'idées il est assez compliqué. Beaucoup de gens se disent il faut se réveiller le matin avec une idée extraordinaire pour lancer une entreprise. C'est pas ce qui nous est arrivé. J'ai rejoint l'incubateur et j'ai trouvé mes cofondateurs avant d'avoir une idée. Donc c'est un format un peu différent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé plusieurs choses. On regardait les startups qui se lançaient à travers le monde pour essayer de capter un petit peu les mouvements naissants. Donc là, on parlait par exemple de la banque en ligne. Et on se disait, comment l'appliquer à des géographies différentes ou comment transformer un peu le sujet de cette entreprise pour réussir à proposer quelque chose qui va marcher en France, en Europe ou comme pour nous au Nigeria. Et en fait, avec ce processus,
lancer une start-up devient beaucoup moins compliqué parce qu'on reprend juste des bonnes idées qui existent et on les adapte. Et donc, on remet une petite couche d'innovation sur des idées déjà existantes pour réussir à lancer une nouvelle chose. Donc, il y a eu une approche très pragmatique au début, en fait. C'est ça que Exactement, tu me dis. oui. Et donc, entre l'idée et donc, la création du site, puis les 100 demandes, il y a eu combien de temps? Il y a eu 3-4 jours. Ah oui. L'idée, en fait, c'est de ne pas perdre de temps et de se dire, je veux vérifier que cette start-up peut être lancée. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour le vérifier? Et on doit tout mettre en place sur les prochaines 24-48 heures pour aller vers ça. Tout le reste, tout ce qu'on peut faire qui n'est pas ça, est du temps perdu. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après alors? Les 100 demandes, fallait bien y répondre. C'est ça. Bon, on a mis le processus un petit peu en attente et grâce à ces 100 demandes, on a réussi à obtenir un financement de l'incubateur pour lancer l'entreprise. D'accord. Un Et financement de combien? C'était 200 000 euros. Ah oui, donc oui, c'était Oui. pas mal pour commencer. Surtout en 2017, Bien c'était sûr. un financement qu'on appelle de précide qui était très pertinent pour le lancement. Et donc, on a décidé de lancer l'entreprise. On a créé une entreprise au Nigeria qui a obtenu une licence. D'accord. Et il a fallu que quelqu'un aille au Nigeria. Donc là, grand moment, Ah. parce qu'il y a une différence entre Oui. lancer depuis Paris une entreprise sûr. au Nigeria et avoir des opérations sur place. Donc je me souviendrai toute ma vie ce repas avec mes deux cofondateurs où on se retrouve autour d'une table. Là, ça, c'était la première année du coup. C'était la première année, oui. C'était la première année, d'accord. Donc, grosse décision dès exactement, la ouais. première année. Oui, dès le début, parce qu'en fait, on devait créer des opérations sur place. Oui. Et donc, l'un d'entre nous devait dire Banco, j'y vais, c'est pour moi. Et donc, on se retrouve autour d'une table. Il y avait mon cofondateur technique qui n'avait aucun intérêt à aller sur place. Mon autre cofondateur, Laurine, qui était allemand-nigérian, qui aurait pu aller sur place, mais qui devait gérer la levée de fonds suivante à Paris parce qu'il avait un bon réseau parmi les fonds d'investissement à Paris. Et donc silence de plomb. Et je me retrouve à dire, bon, Bah, ça va allez, avec moi. j'y vais, c'est pour moi. Je me dévoue. Non, mais c'est une super expérience, en fait. Je suis sûre que tu as adoré. Alors, c'est une super expérience et c'était très intense. Je me souviendrai à nouveau toujours le moment où j'arrive au Nigeria, à l'aéroport international de Lagos. Et j'avais lu les recommandations du consulat la veille qui disaient il ne faut pas aller au Nigeria sans infrastructure de sécurité. Quand vous arrivez à l'aéroport, dirigez-vous rapidement votre chauffeur parce que sinon vous risquez de vous faire enlever. Et donc moi j'arrive tout penaud comme un touriste au Nigeria sans rien connaître du pays. Et je regarde autour de moi les gens qui potentiellement pourraient m'enlever. En fait, tout allait très bien et l'aéroport est sécurisé. Mais globalement, le lancement et l'arrivée sur place ont été assez intenses. Et les enjeux suivants, c'était créer un bureau, commencer à recruter des employés nigérians, de telle sorte que l'on puisse lancer la machine et commencer à délivrer des microcrédits sur place. Et tu t'es fait aider pour cette implantation à l'international, du coup, ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Alors, j'étais en contact avec les équipes du consulat et de la CCI au Nigeria. Ah bah oui, on est forcément. aussi là-bas. Exactement. Et donc, ça m'a aidé à trouver, par exemple, des avocats sur place qui pouvaient m'aider à lancer la structure. J'ai ensuite pu trouver une équipe de ressources humaines qui allait m'aider à monter mes premières équipes sur place. Et donc petit à petit, la machine a été lancée. Génial. Mais donc avec plein de péripéties forcément dues à la géographie. Par exemple, on a monté notre premier bureau dans un quartier qui s'appelait Yaba, dans lequel il y avait régulièrement des coupures d'électricité. Donc c'est un quotidien à Lagos au Nigeria. Mais je me souviens par exemple de ce jour où on se retrouve tous avec une coupure d'électricité qui dure plus longtemps que prévu. Et en fait, elle a duré toute la journée et donc les ordinateurs tombaient les uns après les autres sans batterie. Imaginons travailler toute une journée dans un bureau sans électricité, ça ne marche pas. Non, et donc on s'est tous retrouvés avec les ordis sous le bras à essayer d'aller retrouver des amis dans un autre bureau pour avoir accès à un peu d'électricité. D'accord, parce que dans le quartier d'à côté ou un petit peu plus loin, il y avait l'électricité. Donc il fallait prendre son ordinateur. Exactement, et on part avec l'ordinateur sous le bras pour aller dans le bureau d'à côté. L'aventure totale. Ou alors d'autres problèmes comme il y a beaucoup de maladies chroniques au Nigeria comme le paludisme et tous les employés et moi-même on se retrouvait régulièrement avec des crises de paludisme à gérer. Donc avec des petits passages à l'hôpital et une petite frayeur où on s'est dit ok j'ai lancé ma start-up mais je suis au Nigeria avec le paludisme, risqué, est-ce que vraiment j'ai signé pour Bon t'es là aujourd'hui donc je suis en tout vie, s'est bien passé. Il n'y avait pas de surprise. Et donc, tu es resté combien de temps au Nigeria, in fine? Alors, j'ai vécu 2 ans au Nigeria.
Et après, j'y revenais régulièrement. L'idée, ça a été de développer une équipe opérationnelle sur place. Et une fois qu'elle qui est toujours là-bas, qui est d'ailleurs? toujours là-bas, oui. Aujourd'hui, on super. a près de 600 employés au Nigeria. 600? Ah, d'accord. Et vous êtes combien au total? On est 800 au niveau du vous groupe êtes au Nigeria. 800, Donc depuis les petits c'est débuts dans nos monumental. bureaux parisiens à 3, ça Bravo. faisait quelque chose. Quelle évolution. Bravo, bravo, c'est génial. Et donc aujourd'hui, Fairmoney, alors, ça en est où? Alors, aujourd'hui, Fairmoney, c'est la plus grosse banque en ligne au Nigeria. On a plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur place. Et au niveau du groupe, on est près de 800. Donc on a des personnes un peu dans toute l'Europe, au Nigeria principalement et en Inde. Et en gros, on a développé a priori seulement un produit de microcrédit, mais on l'a complété avec toute une liste de services financiers pour devenir une vraie banque en ligne avec un système de compte courant, mais aussi un système de carte bleue, un système de compte d'épargne et un système de microcrédit. D'accord. Et donc la répartition entre le Nigeria et la France est faite de quelle façon? Est-ce que la majorité des équipes est au Nigeria? Est-ce que vous avez plus de personnes en France? Est-ce que c'est des fonctions en fait et des postes différents? Alors au Nigeria, on avait principalement au début les équipes d'opération et de marketing. Oui. Donc l'idée, c'était de gérer sur place tout ce qu'on devait gérer sur place. Et on avait à Paris toutes les équipes produits, techniques. Et finalement, aujourd'hui, ça a principalement changé au moment du Covid, où on a réalisé qu'on pouvait travailler de manière moins structurée avec des bureaux moins définis. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens dans toute la France, mais aussi dans toute l'Europe, et avec des gens qui travaillent aussi dans les équipes produits et techniques au Nigeria. Ça n'a pas été difficile de s'imposer sur ce marché-là? Il n'y avait personne, pas de concurrence ou... On avait des concurrences, on avait quelques concurrents locaux, mais aussi beaucoup de gros concurrents américains et chinois. D'accord. On s'est retrouvé avec des acteurs chinois, par exemple, qui débarquaient avec des financements de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros et qui essayaient d'inonder le marché avec leurs services financiers. Et on a réussi à s'imposer malgré tout. Il y avait un gros enjeu à développer un service de crédit fiable, mais y compris de notre côté en tant qu'entreprise, parce que le microcrédit, c'est un domaine dans lequel on peut faire face à du défaut, donc à des gens qui ne remboursent pas, d'une part, et aussi il y a de la fraude. Donc on peut se retrouver avec des gens qui vont essayer de manipuler nos systèmes de crédit pour obtenir, sans notre accord, des milliers de prêts qu'ils ne rembourseront jamais. Et donc, il y a beaucoup de startups et d'entreprises qui ont été fauchées du marché du jour au lendemain parce qu'elles pensaient avoir des bons chiffres, elles commençaient à donner de plus en plus de prêts et en fait, elles faisaient face à une fraude massive et elles se retrouvaient sans argent et complètement effacées. Et pour nous donner un ordre d'idée, c'est quoi les montants que vous octroyez du coup en moyenne On peut aller même au-delà de la moyenne, on va de 50 € à plusieurs milliers d'euros. Ouais. Donc pour un prêt de plusieurs milliers d'euros, ça peut être une petite entreprise de menuiserie par exemple. Imaginons au Nigeria, quand on veut acheter des meubles, on ne va pas chez Ikea, on va chez un petit artisan qui fabrique à la main des meubles, donc des tables, des chaises. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que cet artisan, il a des outils plutôt simples et il pourrait acheter de nouveaux outils pour réussir à améliorer sa productivité et fabriquer plus de chaises, plus de tables. Et donc, par exemple, un entrepreneur peut acheter pour une centaine d'euros une scie sauteuse qui va lui permettre de fabriquer plus de meubles. Avec ça, il produit plus, et il crée plus de richesses pour sa famille et l'économie se porte mieux globalement. Ça, c'est un exemple de petit montant et pour les plus gros montants, ça pouvait être des investissements dans des plus grosses entreprises. D'accord. Oui, donc ça a débloqué pas mal de situations en fait. C'est venu vraiment aider les populations locales en fait. Le microcrédit dans le secteur professionnel a un vrai intérêt puisqu'il peut permettre soit de l'investissement d'une part, soit du fonds de roulement, c'est-à-dire une entreprise qui a un besoin de financement spontané, pas pour de l'investissement mais pour ses opérations courantes, va pouvoir faire appel à Fairmoney. Vous faites donc du microcrédit uniquement pour les professionnels et non pas pour les particuliers? Alors on a aussi du microcrédit pour les particuliers avec plein de cas d'usage assez intéressants. Par exemple au Nigeria, on n'a pas de sécurité sociale et donc on ne peut pas aller acheter des médicaments avec sa carte vitale et s'en sortir et se soigner. Et donc j'ai l'exemple d'un père de famille qui est allé à l'hôpital parce que son enfant était malade, sauf qu'en fait c'était juste avant le paiement de son salaire et il n'avait plus d'argent pour soigner son gamin. Je crois que c'était un enfant qui était touché par le paludisme et donc il a besoin à ce moment-là d'un financement qui lui permettra de payer les médicaments et instantanément il arrive à prendre un microcrédit chez Fairmoney.
J'imagine qu'il y a eu des levées de fonds peut-être, de l'accompagnement aussi financier pour vous aider à développer. On a levé plusieurs fois des fonds auprès d'investisseurs d'abord français puis internationaux. D'accord. Et au total, on a levé près de 50 millions d'euros en capital. Okay. Ça, ce sont des levées de fonds qui ont permis au tout début de commencer à donner des prêts, puis plus tard seulement de développer les équipes. Et en parallèle de ça, on a fait des levées de fonds en dette qui permettaient de financer directement notre portefeuille de crédit. Et c'est facile de convaincre, en fait, j'imagine, des investisseurs de faire une levée pour aller au Nigeria. Enfin, j'imagine que tu as dû avoir aussi un petit peu de frilosité de la part de l'écosystème investissement. Ça a été très compliqué. En 2017, donc, le système start-up n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui en France. Donc, on faisait une levée de fonds parmi un nombre plus rare de levées de fonds. Et là, on toquait aux portes des fonds d'investissement et on leur disait « Bonjour, on aimerait lancer une banque en ligne au Nigeria. On va donner des microcrédits de façon complètement automatisée dans tout le pays à des gens qu'on ne connaissait pas 5 minutes auparavant. Est-ce que vous voulez nous donner 1 million d'euros ?» C'était l'occasion en 2018. Et donc, évidemment, on a pris énormément de portes fermées parce que les gens refusaient d'investir. Parce qu'ils disaient non, nous, on investit pour des services en France ou en Europe et ça n'a aucun sens pour nous d'aller investir au Nigeria, on ne connaît pas le pays. Et donc, on a rencontré des dizaines, voire on a frappé à des centaines de portes avant de réussir à avoir enfin accès à des financements. J'imagine. Et le premier fonds qui vous a suivi, c'est qui, si tu peux le donner? Après le financement de l'incubateur qui était financé par les fondateurs de Penny Lane, c'est Newfound qui a décidé d'investir chez Fairmoney. D'accord. Quel parcours, c'est bluffant. Et aujourd'hui, donc, vous partez dans quelle direction? Alors toi, peut-être que tu veux nous en dire plus aussi sur ta situation actuelle, puisque je crois que tu n'es plus vraiment opérationnel, en tout cas, dans la boîte. C'est ça, j'ai quitté Fairmoney il y a un peu plus d'1 an. Pourquoi? En fait, j'ai lancé Fairmoney à 24 ans, à la fin de mes études. Et je suis rentré dans un tunnel de travail pendant 5-6 ans où j'ai travaillé comme un acharné. Je suis allé vivre au Nigeria. C'était une période très, très intense de ma vie. J'imagine. Et il y a un moment où j'ai voulu prendre du recul un petit peu sur tout ce que je faisais. Et je voulais explorer différentes choses que je n'avais pas pu faire jusque-là. Donc, j'ai profité d'une année pour faire de la musique, pour être prof de maths dans un collège. Ou encore pour travailler dans des associations. Et c'est seulement au terme de cette année où j'ai pu me sensibiliser aussi à d'autres sujets sur l'écologie sociale, des sujets qui sont peut-être plus politiques, où je me suis dit que la valeur ajoutée que je pouvais apporter en tant que personne, c'était peut-être plus à nouveau dans l'entrepreneuriat en relançant une entreprise. D'accord. Oui, parce que pour toi, entreprendre, ça va au-delà de créer un business, c'est aussi répondre à des problématiques, des sujets et de sensibiliser aussi, j'ai l'impression, une communauté bien précise. C'est ça. Entreprendre aujourd'hui, entreprendre dans le numérique, c'est merveilleux parce qu'on peut se retrouver avec quelques personnes à faire des produits pour des millions ou même des milliards de personnes pour les plus grosses entreprises. Donc c'est extraordinaire, mais c'est aussi pour moi une responsabilité. Et nous vivons dans une société qui fait face à de nombreux problèmes. Il y a l'effondrement écologique, mais il y a aussi des problèmes sociaux avec l'émergence de forces politiques d'extrême, avec principalement l'extrême droite, avec des mouvements qui mènent à des profondes inégalités sociales dans le pays, l'effondrement des services publics. Et donc l'entrepreneur ne peut pas vivre en hors-sol et dire « je construis une entreprise avec laquelle je vais gagner beaucoup d'argent qui bénéficie d'un marché et d'un environnement » sans pour autant m'impliquer dans le succès de cet environnement. Aujourd'hui, un entrepreneur ne peut pas dire « je ferme les yeux sur tout ce qui se passe par ailleurs et je me concentre sur mon chiffre d'affaires ». Oui, bien sûr, je comprends. Et tu te concentres sur quel type de sujet? Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le sujet de la nouvelle start-up? De la nouvelle start-up, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle start-up. je suis en pleine réflexion sur cette nouvelle start-up. C'est un long alignement à trouver au début parce que je cherche donc une équipe de cofondation et un sujet de start-up à lancer. Et donc, ça implique pas mal de choses. Ça implique forcément de trouver les bonnes personnes avec qui on a une complémentarité de compétences. Ça implique aussi de trouver des personnes avec qui on partage le même socle de valeurs. Et quand ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, je parlais à une personne d'écologie sociale
et de l'importance de mettre ces valeurs dans l'équipe de fondation. Cette personne m'a dit, bon, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Parce qu'en fait, c'était clair dès le début. Ça a le mérite d'être très clair, donc j'ai résumé dans un beau document d'une page toutes les valeurs qui me sont chères. Et maintenant, je les envoie et je dis, bon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, ce sont des valeurs qui te parlent? D'accord. Et beaucoup de gens ne sont pas intéressés encore aujourd'hui par ces thématiques et préfèrent ne pas les mettre au cœur de leur lancement. Donc, il faut une équipe de fondation avec un socle de valeurs. Bien sûr. Il faut aussi trouver une idée qui va plaire à tout le monde et avoir un timing de lancement qui fait que tout le monde est disponible immédiatement pour lancer l'entreprise. Ouais, tout à fait. Et donc, ça fait beaucoup de planètes à aligner avant de réussir à trouver ce qu'on veut réussir à faire. Et là, donc, tu me parlais de futurs associés. Comment tu t'y prends pour les rechercher? Parce que donc, à l'époque, tu es allé dans un incubateur. Là, aujourd'hui, tu refais la même recette qui a fonctionné en fait. Alors, je suis dans un programme qui permet de rencontrer des entrepreneurs. Et le but, c'est d'espérer trouver une paire ou une triplette de personnes avec qui se lancer. Je contacte aussi directement des potentiels entrepreneurs sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et j'espère qu'après une rencontre ou deux rencontres fructueuses, je puisse me lancer. Bien sûr, mais il n'y a pas de raison. C'est hyper intéressant en tout cas ce que tu portes comme valeur. Et peut-être pour finir donc, cet entretien, est-ce que tu aurais un conseil, un tips à partager à notre communauté d'entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer? Je dirais, quand vous trouvez une idée, soyez extrêmement concentré sur la prochaine étape, c'est-à-dire les éléments que vous devez vérifier pour montrer que la start-up sera pertinente. Donc si vous voulez lancer du microcrédit au Nigeria, dites-vous, OK, est-ce que les gens ont vraiment besoin de ce microcrédit? Donc vous le vérifiez très rapidement. Ensuite, vous essayez de donner une première centaine de microcrédits quelques semaines plus tard en vous disant, OK, est-ce que dans un mois, je serai capable de dire que les gens veulent du microcrédit, mais aussi sont capables de le rembourser? Et à chaque fois, vous définissez des étapes très claires qui définissent une sorte de cap pour la société et qui vous permettent d'avancer par palier vers une entreprise qui a réussi. Ah, bien sûr. Merci beaucoup pour ces retours très enrichissants. C'était Sabrina. Passionnant. Je te souhaite une bonne chance et puis on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup pour tout, Sabrina. À bientôt, Nicolas. À bientôt. N'hésitez pas à partager, commenter et à relayer la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.